dit d'un ton qui se voulait agressif. Je déteste Noël, je déteste l'hiver, je déteste les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est dit. Alors, pour fêter ça, hein, tous ensemble joyeusement, parce que j'imagine que je suis pas la seule à pas aimer Noël, hein, je vous propose de lire 3 livres avec des familles absolument atroces, et vous vous sentirez comme de la merde, je vous le promets, une fois que vous aurez fermé ces 3 livres dont il va être question aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, les joies de Noël, les yeux brillants des gens qu'on aime, la douceur d'un foyer, les repas de famille remplis d'amour et de bonheur, et le sapin si haut, si coloré, dans lequel boule de neige vraiment, le chat chahute, ce petit fripon, nos petits petons bien emmitouflés dans de grosses chaussettes, et le coin du feu, oh, le coin du feu qui exhale l'odeur des marrons grillés, euh, Noël et le Cold Winter Challenge, et les lectures feel good emmitouflées dans un plaid, alors que dehors, dans le silence complice de la nuit, virevolte une neige toute douce. Toute menace étant désormais écartée de ma digne personne, je voudrais bien vous faire un petit trigger warning. Parce que j'ai beau être une personne exécrable qui déteste Noël, les fêtes de fin d'année, etc., etc., je n'en demeure pas moins un être humain doué d'empathie. Je vous préviens donc, les 3 bouquins dont il va être question aujourd'hui traitent sans ambiguïté aucune de maladies mentales, de violences physiques et psychologiques, de viols, et dans l'ensemble de contextes familiaux assez difficiles. Vous voilà prévenu. Je vous laisse du coup un petit temps pour ou bien quitter la vidéo, ou bien pour vous préparer mentalement. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Il y a le bouton pause. La beauté du numérique. J'adore les histoires qui mettent en scène des familles américaines, parce que on peut être sûr qu'à peu près une fois sur 2, ça va être du gros drama. Et donc c'est le cas de Nous étions les Mulvaney, de Joyce Carol Oates. What else? Ce bouquin raconte l'histoire d'une famille dans un état américain plutôt agricole qui oscille en fait entre le type de famille citadine reconvertie aux activités rurales. Est-ce que cette phrase avait réellement un sens? Je ne sais pas. Et entre les gros babos. En gros, s'ils étaient à notre époque, ils tiendraient une ferme, ils mangeraient des produits bio et entre 2 sapins, ils auraient mis un hamac avec plein de petits poufs autour. Enfin, vous voyez le délire. Donc cette famille, où règne une entente formidable, qui sont un peu la famille modèle, tout le monde s'aime, tout le monde est content, en fait cette famille va être déchirée par le viol de leur fille unique, Marianne. Oui, je viens de vous spoiler, parce que le viol arrive comme un élément perturbateur, mais très rapidement, c'est-à-dire vers la page 45. On a eu juste le temps de voir un peu comment fonctionnait la famille, et le drame survient. Et en fait, pendant pratiquement tout le bouquin, le viol n'est pas nommé comme étant un viol. On va parler d'imprudence, on va parler d'agression, ça va être pratiquement le terme le plus fort qui va être employé. Et c'est en partie là-dessus que va se baser le drame de cette famille qui refuse de mettre en mots sur ce qui s'est passé, sait que ça s'est passé, mais va vraiment en faire un espèce de secret honteux à taire à tout prix. Et plus que ça, ce drame, ils vont en faire le socle de leur propre malheur et de leur propre destruction. Et ça va être l'objet des 600 pages de ce livre. Comment est-ce qu'une famille, en apparence si aimante, etc., n'arrive pas à faire front commun, n'arrive pas en fait à entourer la victime dans leur famille, et comment en fait elle va littéralement imploser. Donc ce livre m'a mise dans une colère noire. C'est un bouquin à plusieurs voix. Chaque membre de la famille va devenir narrateur, chacun son tour, hein, évidemment, et va nous raconter un peu comment lui a vécu les événements, comment il y a fait face, etc. Et après, en fait, va nous raconter l'après. Et ça m'a mise en colère parce qu'il n'y en a aucun, à aucun moment, qui va réussir à sortir sa petite tête de son petit cul. Ils vont pas réussir à se décentrer pour aller s'occuper de la pauvre Marianne, la pauvre victime. Et c'est absolument atroce. C'est absolument atroce, tout simplement parce que c'est hyper crédible. Et c'est des choses qui arrivent. Et c'est justement pour ça que je parle de ce bouquin qui, au demeurant, ne m'a pas plu plus que ça. Mais je dois le reconnaître et je dois le montrer, l'autrice a
un don incroyable pour peindre les émotions humaines. Et tout est absolument crédible. C'est ça qui est absolument glaçant. C'est crédible, ça fonctionne. Et on sait que des gens peuvent réagir comme ça, et sans forcément les comprendre tout à fait, sans forcément comprendre le point de vue de chacun des personnages, on voit comment se dessine l'implosion de la famille et le rejet d'une victime. Si ça n'avait pas été aussi précis dans les descriptions des émotions, dans les descriptions des réactions, jamais je ne me serais mise en colère en lisant ce livre. Et pourtant, c'est arrivé. Donc là, je reconnais vraiment le coup de maître de l'autrice. Elle arrive à nous dépeindre des humains comme des humains. Il n'y a pas de romantisation du viol, il n'y a pas de romantisation de la violence, il n'y a pas non plus un parti pris, je veux dire, ça dénonce pas grand chose finalement, mais je trouve que c'était une expérience assez intéressante à faire. Avec ce livre, on change de pays, mais pas de continent. Le Dernier des Fous de Timothy Findlay se déroule au Canada dans les années 60, et on est face à une famille qui est dysfonctionnelle as fuck. Si déjà celle d'avant, elle avait toutes les apparences, voilà, de la normalité, de l'amour, tout ça, là, il n'y a pas du tout ce petit vernis qui se craquelle très facilement, mais il n'y a pas cette petite étincelle. Non, dès le début, c'est la merde, globalement. Alors, pareil, c'est une famille qui est relativement aisée, donc on n'a pas de question de précarité ni quoi que ce soit. Et on va découvrir tout ça avec le narrateur qui a 11 ans, qui est donc le cadet de la famille, et qui est un petit peu fantasque. Mais c'est de loin le personnage le plus posé et le plus normal, si tant est que normal soit le terme adapté pour ce bouquin, de la famille. C'est un huis clos. Et c'est un très bon huis clos. On a juste envie de s'échapper de cette atmosphère suffocante. L'écriture et le rythme sont lents, poisseux, et c'est très dérangeant à lire, je trouve. Autant par sa structure, autant par la stylistique qui est développée dedans, autant que par les thématiques qui sont abordées. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas d'intrigue, mais il y a des sortes de mini-mystères familiaux qui vont être posés et qui vont parfois être éclaircis, parfois non, toujours par l'œil en fait d'un enfant de 11 ans. Donc pourquoi est-ce que la mère ne sort jamais de sa chambre ? Pourquoi est-ce que le grand frère est aussi poète qu'il est alcoolique ? Pourquoi est-ce que le personnel fait des messes basses, chuchote entre deux portes ? On ne sait pas. Mention très spéciale à la qualité des dialogues de ce bouquin. Je le dis, je le redis, je le re-redis, les dialogues, quand ils sont mal faits, c'est atroce à lire. Ici, ils sont parfaits. Surtout parce que, là, pour une fois, on a un gamin de 11 ans qui parle de manière réaliste. Bon, ancré dans le Canada des années 60, en plus dans un contexte social qui est relativement aisé, donc voilà, mais c'est très très bien fait. Les questions qu'il pose, la manière qu'il a d'envisager les choses, de comprendre, ou justement de ne pas comprendre les choses, sans tomber toutefois dans une espèce de fausse naïveté, c'est excellemment bien réalisé. Donc si vous aimez les huis clos, si vous aimez les familles de merde, si vous aimez les bons dialogues, les structures narratives qui sont très intéressantes, si vous aimez aussi attendre très longtemps dans des couloirs aux tapisseries poussiéreuses où les marches des escaliers grincent, ce bouquin est vraiment fait pour vous. Mais je vous préviens, si vous l'enchaînez avec les Mulvaney, ça va vous terminer quoi. We wish you a Merry Christmas, Vipère au point d'Hervé Bazin. C'est le premier tome de la trilogie de la famille Réseau, qui est plus ou moins une autobiographie d'Hervé Bazin. Je mets des guillemets parce que je sais pas vraiment si on peut parler de trilogie dans ce cas-là, et même autobiographie mériterait vraiment de très gros guillemets parce qu'il y a plein de trucs en fait qui collent pas très bien. Donc bref, on va suivre la famille Réseau, qui est une vieille famille bourgeoise d'Angers, et plus particulièrement Jean Réseau, qui serait l'équivalent d'Hervé Bazin. Donc Jean Réseau, alias Brasse-Bouillon, est élevé par sa grand-mère, avec son grand frère, depuis assez longtemps. Donc ses deux parents sont en Chine, avec leur petit frère que le reste de la fratrie ne connaît pas, et la grand-mère va mourir. Donc du coup, les parents, qui ne sont pas non plus des parents trop indignes à ce stade-là du récit, vont revenir dans la propriété familiale à Angers pour reprendre l'éducation de leurs enfants. Et
c'est là où ça commence à puer salement du cul, puisque leur mère, Paul, réseau, est, comment dire, pas la plus douce des mamans. En fait, non, c'est un monstre tyrannique qui va leur faire vivre les pires horreurs. Donc peut-être l'avez-vous lu en lecture imposée au collège, comme ça a été mon cas. C'était vers la 5e pour moi. Mais en fait, je l'avais déjà lu auparavant. J'étais en primaire, donc j'étais très jeune. Et voilà, bon, j'avais accès à tout un tas de bouquins qui étaient entre guillemets hors de mon âge, même si ça peut faire débat. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, j'avais lu ce livre et il m'avait salement retourné. Les injustices qui rythmaient la vie de cette fratrie et surtout tout ce que se prenait Jean Réseau dans la gueule à cause de sa mère, bah ça me tuait complètement. J'étais en empathie avec le gamin à un niveau vous imaginez même pas. Donc après, je l'ai redécouvert en 5e, et encore une fois, pour moi, le charme opère, si on peut vraiment appeler ça du charme, mais je retombe en empathie avec le gamin, je le dévore, je le redécouvre pas forcément parce que en 5e, enfin, en tout cas les séquences qu'on avait en 5e n'étaient pas forcément tournées autour des points les plus glauques, les plus trash de ce bouquin, mais quand même quoi. Donc voilà, la Noémie de 10-11 ans en train d'écrire des VF un peu partout dans ses marges de cahiers. Un VF, c'est pas pour version française, hein. Pour ceux qui ont lu le livre, vous savez. Les années passent, j'oublie pratiquement complètement ce bouquin jusqu'à assez récemment où je me suis replongée dans certaines des lectures qui m'avaient pas mal marqué quand j'étais gamine. Et donc je le relis. Et là, encore une fois, c'est l'extase. C'est l'extase d'une part parce que j'avais complètement oublié avec les années le style d'écriture d'Hervé Bazin sur ce bouquin-là. Il est délicieusement cynique, il a un humour sarcastique, il est vraiment, vraiment très drôle. Et surtout, il écrit vraiment, vraiment très bien. Ce qui est un autre point très important, c'est que c'est vraiment c'est un joyau en termes d'écriture, je trouve. Alors, effectivement, il y a des moments où on peut s'emmerder, par exemple les longs passages sur l'entomologie, ou bien les super super longs passages de généalogie, enfin c'est relou. Mais on a quand même des petites remarques sarcastiques qui nous viennent du narrateur, qui viennent un petit peu égayer tout ça. Donc la lecture est pas trop pénible non plus, d'autant plus que c'est un livre qui est relativement court. Il dépasse pas les 200 pages, il me semble. La plupart des éditions, je crois on est là-dessus. Et là, c'est le drame. Entre deux hoquets d'indignation de ma part, vers la page 150, mon petit Jean Réseau, mon petit brasse-bouillon que j'aimais d'amour, a le mauvais goût de se transformer en homme, genre de devenir un homme. Et est réapparu quelque chose que mon esprit d'enfant n'avait pas compris, ce que mon esprit de préado avait complètement occulté, c'est-à-dire le motherfucking viol de cet enfant que j'aimais très fort sur une paysanne. Voilà. Donc là, ce gamin que j'aimais de tout mon cœur n'était pas victime. Il est devenu bourreau, comme ça, en un claquement de doigts. Et à la limite, si avec ça, ce qui est déjà pour moi extrêmement grave, hein, je veux dire, on se remet dans le truc, hein, je suis en full empathie sur cet enfant, mais toutes les phrases que le narrateur met dans la bouche de lui-même, mais qui peut rester pour moi ce petit gamin à moitié enfin pas à moitié, mais ce gamin martyrisé par sa mère, il lui met dans la bouche des atrocités sexistes. Quand je vous dis des atrocités, c'est des atrocités. Je sais bien que j'ai des standards qui sont quand même vraiment très hauts pour dire que quelque chose est sexiste ou ne l'est pas. Hein, faut y aller pour avoir mon approbation, c'est-à-dire juste être un être humain décent, encore une fois. Mais là, mais ces phrases, mais ça m'a tué. Donc sérieusement, mon cerveau a frisé. Je suis en brasse-bouillon. Toi que j'aimais d'amour. Toi avec qui j'étais en empathie totale. J'aurais pu tuer pour toi, brasse-bouillon. J'aurais pu tuer pour toi. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu deviens un homme avec tout ce que ça comporte de sexisme et d'atrocité. You were the chosen one! Et là, je t'entends arriver, petit rigolo que tu es, avec tes gna-gna-ni, gna-gna-gna, autre temps, autre mœurs, avec votre puritanisme à deux balles. On peut plus kiffer en paix la grande littérature française. Et je vais te dire, moi, hein, mon petit coco, si tu veux kiffer la littérature française, kiffe la littérature française. C'est ton dos, c'est pas le mien. Mais ne me demande pas, à moi, de kiffer la grande littérature française qui dit, je cite,
Est-ce qu'on retient ses glaires lorsqu'on a envie de cracher? L'hygiène publique a inventé les crachoirs, comme Dieu a inventé les femmes. Le crachoir que je suis, tu vois, à ce moment-là, il lui dit merde à la grande littérature française. Et il te dit merde à toi aussi. Oui, toi, là, tout en particulier. Si jamais tu trouves que ça, c'est acceptable. Au-delà de la fin de l'ouvrage, qui m'a profondément marquée parce que je m'attendais pas à me prendre un revers comme ça de sexisme, et la phrase que je viens de vous lire, en fait, il y en a plein d'autres de ce style. Qui, bon, moi, me dérange profondément, d'autant plus que j'étais absolument à fond derrière le gamin, et l'entendre dire ça, ça me fait un choc. Mais au-delà de ça, je vous encourage vivement à le lire. Bon, déjà parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est très drôle, c'est hyper intéressant. Et puis ensuite parce que pour une fois, on a une figure maternelle qui sort énormément du cliché de la marâtre dans le sens la mère de substitution, genre la pièce rapportée qui viendrait et qui serait tyrannique. J'ai dit pour une fois, mais bien évidemment dans la littérature française, on en retrouve plein de genres de mères atroces, etc. etc. Mais je trouve que quand c'est du point de vue d'un enfant, on a plus souvent, enfin j'ai davantage en tête des romans qui mettent en scène des belles mères. Donc là non, c'est une vraie mère de chair, et du coup ça a un impact sur ce premier tome de la trilogie Réseau, et ça va se poursuivre. Et je trouve ça très intéressant justement d'établir une filiation entre les atrocités que va commettre la mère, et comme le dit Jean Réseau, de la manière dont elle les a élevés, c'est-à-dire pas dans l'amour mais dans la haine, qui va être en fait très formateur pour ce narrateur et qui va du coup s'étaler. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et, et donc c'est ainsi que se termine notre vidéo sur les plus beaux romans de Noël. J'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes et que vous allez être pareil, entouré d'amour, de bienveillance comme dans les familles qu'on vient de voir là, juste là. Et du coup, amusez-vous bien, hein, et que la magie de Noël soit dans votre cœur. Bisous. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a